Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et évidemment, tout d'abord, une très très bonne année 2023 à vous toutes et tous. On est très heureux de vous retrouver en ce début d'année et bien sûr, ravis d'être une nouvelle fois suivis depuis un grand nombre de salles de cinéma. Alors ce soir, je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois l'Unipop Pierre Curie. Bonsoir et merci. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'Unipop pour cette conférence donc consacrée au Caravage, qu'on a souhaité proposer notamment à l'occasion de la sortie du film Caravage de Michele Placido, qui nous donnait surtout l'opportunité de pouvoir se plonger dans la vie et l'œuvre de cet artiste entouré de mystères, mais que connaît bien notre invité. Donc Pierre Curie est historien de l'art, spécialiste de peinture italienne. Il a longtemps enseigné à l'école du Louvre et dirigé jusqu'à récemment la Revue de l'Art. Et il est le conservateur du superbe musée Jacquemart-André à Paris, où il a organisé il y a quelques années une grande expo, le Caravage. Et il s'y est replongé pour nous ce soir. Je le remercie infiniment. Je vais lui céder la place. On aura un petit temps, comme d'habitude, pour les questions dans l'assistance, mais aussi à distance dans les autres cinémas, puisqu'un numéro de téléphone s'affichera pour vous permettre d'envoyer vos questions, que je transmettrai évidemment à notre conférencier. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Alors, eh bien le voilà, le voilà, notre personnage de ce soir, notre rendez-vous de ce soir avec ce Michelangelo da Caravaggio, Michel-Ange de Caravage, mauvais garçon et génie de la peinture. Un personnage très intéressant et extrêmement important dans l'histoire de la peinture européenne, mais aussi de la peinture, je dirais, italienne, dans ce qu'elle a de spécifique à Rome au tout début du XVIIe siècle. Je vous montre ce portrait un petit peu moche, mais il est extrêmement intéressant. C'est une copie du XVIIe siècle d'un dessin lui-même étant une copie d'un autre dessin qui a disparu, fait par un Romain du début du XVIIe, Ottavio Leoni. Et ce portrait est intéressant parce qu'il présente un tout petit détail sur l'épaule du peintre. C'est la croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui nous permet dater d'ailleurs de ce portrait exactement de l'année 1608, l'année durant laquelle il a été chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Nous allons bien sûr y revenir. L'autre je dirais, détail intéressant de ce portrait, c'est qu'il fait partie de toute la série des portraits de tous les artistes de l'Académie de Saint-Luc, la grande académie fondée à la fin du XVIe siècle à Rome, qui est l'Académie des peintres, et il n'en a jamais fait partie. Et en fait, il a été récupéré. C'est un bel exemple de récupération politique et artistique assez ancien. Donc Caravage, c'est un artiste qui a été immensément célèbre en son temps, une sorte de star comme Picasso a pu l'être, mais sur un laps de temps très court et dans un tout petit endroit, enfin qui était l'Italie, disons, centrale et méridionale. Et puis il est imité par un très grand nombre d'artistes pendant une vingtaine d'années, et puis il est complètement oublié des artistes, oublié des historiens de l'art, jusqu'au XXe siècle, où on va le redécouvrir son importance. Et les études caravagesques ont pris beaucoup de temps, parce que justement, il a fallu distinguer les caravagesques de Caravage, les œuvres originales des copies, etc. Ça a pris pratiquement 50-100 ans, et aujourd'hui, on a une vision bien meilleure de l'artiste que celle qu'on pouvait encore avoir dans les années 50. On a aussi beaucoup trouvé de documents en archives qui ont permis de préciser des choses aussi importantes, par exemple que la date de naissance qui a été découverte en 2007. Donc c'est vraiment extrêmement récent. Donc il est né, maintenant on le sait, le 29 septembre 1571 à Milan. On ne savait même pas aussi où il était vraiment né, parce que ce surnom de Caravaggio laissait penser qu'il avait pu naître à Caravaggio. Caravage, c'est un petit village vers Bergame. Mais maintenant, on sait aussi beaucoup de choses grâce à cet acte de naissance, de baptême, et sur ses parents. En fait, ses parents son père est un employé du marquis Francesco Sforza, et qui a même été d'ailleurs un témoin du mariage de ses parents. Francesco Sforza, qui a épousé une femme qui va être très importante dans la vie de Caravage, c'est Costanza Colonna. Donc c'est une femme d'une très grande famille italienne qui a des possessions un peu dans toute l'Italie, aussi bien un palais à Rome, un palais à Naples, etc. etc. Et cette Costanza Colonna va protéger l'artiste qu'elle a donc connu enfant, adolescent. Elle va vraiment le protéger toute sa vie.
Pourquoi Caravaggio? En fait, il est né donc à Milan, dans une paroisse milanaise du centre de Milan, mais il va sûrement partir à Caravaggio avec ses parents, donc enfants, au moment d'une des grandes pestes de Milan, ces grandes pestes borroméennes qui ont balayé plusieurs fois la Lombardie à la fin du XVIe siècle. Et évidemment, une façon de se préserver de la peste était d'aller se réfugier dans les campagnes. Donc ils vont, cette famille Merisi, parce que c'est le nom donc, de Caravage, cette famille va se réfugier dans un domaine du marquis Sforza, qui est marquis de Caravaggio, et va y rester sans doute pas mal d'années en attendant que les pestes aient passé leur chemin. Mais des pestes, il y en aura pratiquement pendant tout le XVIIe siècle, même à Milan. Et il y a la célèbre peste de 1630, la peste de Manzoni, hein, qui raye de la carte pratiquement toute la population de Milan. Alors, il y a un retour à Milan après donc, cette période à Caravaggio, et le frère aîné de Michelangelo l'inscrit dans un bon atelier, comme apprenti, l'atelier de Simone Peterzano. Peterzano est un artiste assez intéressant. Est-ce que ça marche comme ça? Ça marche comme ça. Il est de Bergame, il est originaire de Bergame, là, dont on retrouve cette connexion bergamasque. Il s'est formé à Venise, il signe parfois d'ailleurs élève de Titien, bon, ça c'est un peu douteux, et il a adopté quand même, il a, je dirais, mêlé à sa culture vénitienne une approche qui est assez, je dirais, assez influencé par la contre-réforme et un art qui recherche quand même une sorte d'équilibre beaucoup plus, je dirais, enfin, une rupture, voilà, une rupture avec le maniérisme. Et c'est peut-être déjà dans cet élément que Caravage, le jeune Caravage, hein, il a 14 ans, va puiser la racine de son rejet du maniérisme, de son rejet des choses artificielles qui sont encore extrêmement je dirais, pratiqué à son époque, et notamment à Milan, où vous avez un artiste comme Arcimboldo, par exemple, qui peint des choses complètement extraordinaires et tout à fait antinaturaliste, en fait. Et Caravage, lui, va donc se former vraiment dans cet atelier de Simone Peterzano. Je vous montre ici donc une belle mise au tombeau qui se trouve dans une église de Milan, avec ce sentiment religieux qui est très nouveau, qui procède vraiment de cette nouvelle approche que la contre-réforme, à partir du Concile de Trente, a prôné, si vous voulez, comme une réponse au protestantisme, qui était très important en Italie du Nord, une nouvelle approche iconographique, beaucoup plus concentrée sur l'homme. En fait, c'est une approche beaucoup plus humaniste, alors qu'évidemment, dans les périodes précédentes, dans ce qui avait juste précédé cette fin du XVIe siècle, on était extrêmement attiré plutôt par les exploits des artistes dans l'invention des formes et dans l'invention de couleurs extravagantes. Donc il grandit en quelque sorte artistiquement à Milan. On suppose qu'il a déjà eu des gros problèmes avec la police en 1590. Il aurait passé 1 an en prison pour un meurtre qu'il n'a jamais avoué d'ailleurs, ce qui lui permet de sortir de la prison, à moins que déjà Costanza Colonna soit intervenu pour le faire sortir. Le fait est qu'il a déjà à cette époque-là un ami, Onorio Longhi, qu'on va retrouver aussi durant toute la période romaine, qui va rester très lié à Caravage. Onorio Longhi étant lui-même le fils d'autres employés de Francesco Sforza, le marquis de Caravage. La date d'arrivée à Rome est très discutée, même encore aujourd'hui, bien que la plupart des spécialistes la situent en 1592. Pour différentes raisons. On sait qu'il liquide toutes ses affaires familiales, il vend des choses, il est en indivision avec sa sœur et son frère, en quelque sorte, il distribue ce qu'il possède, il revend des choses, et il part vraisemblablement en 92. Sa mère est morte aussi en 90, donc il y a plusieurs éléments. Et puis, le plus important peut-être, c'est toujours cette Costanza Colonna, qui elle aussi quitte Milan
Elle est veuve. L'atmosphère milanaise ne lui plaisait pas du tout. C'est une atmosphère très religieuse. Et Costanza Colonna était une personne très libre. On le sait par ses lettres, par sa correspondance qu'on a retrouvée il n'y a pas très longtemps. C'est une personne très indépendante. Et elle retourne à Rome, dans sa famille. Et c'est peut-être aussi à cette occasion-là, en 92, que Caravage la suit. En fait, c'est comme une espèce de marraine. En fait, il faut presque le voir comme ça, une marraine très fortunée et très puissante. Donc, il se retrouve en 1592, disons, à Rome. Et là, il a une vie un peu aventureuse pendant plusieurs mois. Il a été malade, il a été blessé par un cheval, peut-être. Il a été recueilli par un cardinal qui était pingre, alors qu'on appelait Monseigneur Salade, parce qu'il donnait que de la salade à manger à ses protégés. Bref, il a une vie évidemment plutôt picaresque, on va dire, jusqu'au moment où il va rentrer dans l'atelier du cavalier d'Arpin. Alors, le cavalier d'Arpin, il s'appelle Giuseppe Cesari, c'est un peintre extrêmement connu à son époque, peut-être le plus en vue à Rome. Et il va rentrer dans son atelier comme pour peindre des natures mortes ou des figures. C'est comme ça qu'il survit d'ailleurs en peignant des petits tableaux comme celui que vous avez donc à droite. Manifestement, en Lombardie, il a beaucoup pratiqué la nature morte. Je vais vous en montrer quelques exemples de ses contemporains lombards. Et il est très réputé pour faire des fruits, des fleurs, etc., et qu'il peint dans l'atelier du cavalier d'Arpin, qui par ailleurs, lui, peint des grandes fresques et des grands tableaux ambitieux, des grands tableaux d'histoire ou des fresques dans des églises ou des palais. Je vous ai mis à côté un tableau d'Annibale Carracci, qui est donc un peintre, lui, qui travaille à Bologne, au moment, en tout cas, où il peint ce mangeur de fèves. C'est pour que vous compreniez bien aussi que Caravage n'est pas le novateur absolu dans tout. Il a une culture, il s'est appuyé sur des choses qui préexistaient, des exemples d'artistes ou d'art qu'il a vus. Lui-même, donc, surtout quand il est jeune, va s'inscrire dans différents courants. Vous voyez que ce mangeur de fèves est un peu le cousin de son jeune garçon pelant un fruit. Hein. Il y a cette recherche comme ça de ces figures pauvres, ce qui est d'une certaine façon assez paradoxal parce que ces tableaux appartiennent bien sûr à des gens très riches. Donc il peint des natures mortes, c'est vraiment je dirais sa spécialité. En voici une très très belle, donc portée par ce jeune garçon à la corbeille de fruits. Un tableau qui a appartenu au cavalier d'Arpin, parce que le cavalier d'Arpin, donc qui a cet atelier très ouvert. Il ne faut pas trop imaginer ces ateliers comme je veux dire, une entreprise avec un patron qui décide tout. C'était des endroits assez ouverts où des artistes pouvaient avoir une activité privée, en quelque sorte. Et certainement, Caravage a peint dans cet atelier des tableaux qu'il vendait sous son nom à des collectionneurs. Du reste, il est lié très très jeune à un homme qui s'appelle, un homme de son âge, un garçon en fait, qui s'appelle Prospero Orsi, et qui va, tout au long de la période romaine, qui va donc jusqu'en 1606, lui servir. C'est très compliqué à comprendre à travers les documents, mais il est à la fois un peu son agent, son marchand, son intermédiaire, et l'intermédiaire avec des copistes, et peut-être même lui-même copiste, parce que se met en place à ce moment-là, autour de cette personnalité artistique qui grandit, toute une demande en fait de copies, de tableaux, etc. Or, il y a une sorte de copyright, c'est-à-dire que les tableaux sont recherchés et donc il faut contrôler les copies, qu'il n'y en ait pas qui partent dans tous les sens. Et ce Prospero Orsi a joué ce rôle en quelque sorte de manager, marchand, intermédiaire auprès de Caravage, qui lui ne s'occupe pas de ça. Lui c'est l'artiste, voilà, l'artiste est le mauvais garçon, on va y revenir. Donc vous avez là un très bel exemple de son art, disons autour de 1595, très recherché déjà par ses collectionneurs, et en l'occurrence par son premier protecteur véritablement important, le cardinal Del Monte, qui l'accueille donc au Palazzo Madame. Alors, il faut aussi comprendre qu'un cardinal à cette époque, c'était un personnage extrêmement important à Rome. C'est un homme qui est entouré d'environ 200 personnes,
domestique, musicien, peintre, etc., etc. Et donc, Caravage gagne donc un appartement, un domestique et une paye. Il est rétribué. Donc, cette vie d'errance et comment dire, de petits boulots, de petits tableaux vendus comme ça, des natures mortes, des têtes aussi. Il était payé pour peindre des têtes, on ne sait pas trop ce que c'est, tout ça c'est perdu. D'un seul coup, il rentre quand même dans un système où justement il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire d'abord dans un milieu extrêmement cultivé, à des cardinaux ou à des collectionneurs de très haut niveau. Donc peu à peu, son art va s'imposer comme étant la nouveauté et l'artiste qu'il faut avoir en 1598 à Rome. Il faut dire qu'il est quand même extrêmement doué. Là, je vous montre juste 2 exemples de nature morte lombarde que Caravage a vu forcément dans sa jeunesse. C'est donc des tableaux de Vincenzo Campi. C'était la mode de ces grandes natures mortes en Lombardie, autour de Milan, ou surtout à Crémone, où travaillaient les frères Campi. Et puis à droite, une femme peintre. Il y a énormément de femmes peintres à l'époque. Il ne faut pas croire que c'est un truc du XXe siècle. Fede Galizia, qui donc peint des natures mortes déjà très très réalistes, très très naturelles comme ça. Et évidemment, c'est cette peinture-là qui l'a frappé. Et voici donc bien sûr sa plus célèbre nature morte peut-être, la Corbeille qui est à la Pinacoteca Ambrosiana à Milan, que j'ai mis en parallèle ici avec une corbeille de cerise de Fede Galizia. Vous voyez quand même il y a des rapports, mais toujours Caravage va plus loin, c'est-à-dire l'art de Caravage est très très personnel, même si il part de ses racines lombardes. Cette corbeille, elle pose plein de questions. D'une part, quelle est sa fonction? Cette espèce de vision strictement orthogonale, sans la moindre perspective, fait penser que le tableau a été utilisé peut-être comme un trompe-l'œil sur une porte ou une armoire, enfin, dans un endroit qui n'était peut-être pas un tableau. Et surtout aussi, c'est la nature même de cette nature morte, le refus de l'idéalisation, qui est tout à fait ce refus est tout à fait nouveau. Chez Fede Galizia et tous les peintres de nature morte de l'époque, on doit faire joli, on doit faire décoratif, on doit plaire. Caravage, d'emblée, ne veut pas plaire. Il peint que ce qu'il voit, il l'a dit. On lui a reproché, par exemple, de ne pas dessiner, et il dit « La nature m'a suffisamment pourvu de maître ». Donc il se met tout de suite au niveau de la nature, et comme ça, fin de la discussion. Donc ce qu'il représente dans cette belle nature morte, eh bien, c'est donc une corbeille de fruits, mais où les fruits commencent à être gâtés, il y a des trous, il y a des petites taches de pourriture, les feuilles commencent à se flétrir, mais c'est tellement génial, l'asymétrie de la composition, cette espèce de décalage sur la droite, et ce refus, enfin, c'est à la fois hyper réaliste et complètement composé en fait, mais de façon à ce que ça ne se voit pas et qu'on ait presque une impression photographique devant cette corbeille. Alors elle a une histoire tout à fait intéressante aussi parce que donc, elle a été offerte par le cardinal Del Monte, donc qui l'a achetée, offerte à Del Monte au cardinal Federico Borromeo, qui lui avait passé le flambeau en fait à la tête de l'académie de Saint-Luc. Donc c'est un cadeau pour ce cardinal lombard qui retourne à ce moment-là dans son archevêché de Milan et qui est en train de créer une pinacothèque d'artistes milanais, d'artistes lombards. En Italie, à cette époque, la notion d'école de nation, en fait, il y a une nation vénitienne, une nation napolitaine et une nation lombarde. C'est très important. C'est pourquoi Borromeo achètera Léonard de Vinci et tous les artistes lombards, en fait, qu'on peut voir aujourd'hui à la Pinacothèque de Ambrosiana. Je vous ai mis cette comparaison pour que vous compreniez un peu le choc visuel qu'a pu être, le choc culturel qu'a pu être la peinture de Caravage à son époque. Je vous ai mis un maniériste, voilà, vers 1590, un Spranger. Voilà comment on peint, peignent la grande majorité des artistes de la fin du XVIe siècle. Peignent ces figures complètement allongées, irréelles, une peinture qui n'a rien à voir avec la nature, en fait, qui est une espèce de poésie. Moi, j'aime beaucoup cette peinture-là, mais quand on voit juste à côté le Bacchus
on comprend le choc, l'intérêt qu'ont pu avoir les contemporains de Caravage pour cet artiste qui d'un seul coup renouvelait complètement, donnait à voir quelque chose qui n'avait jamais été vu, et puis qui le faisait avec un humour, une espèce de distanciation qui était très nouvelle. Avant, quand on représente justement Bacchus, on représente Dieu, donc un dieu de l'Antiquité, donc tout ça est un peu irréel et correspond à une esthétique antinaturaliste. Le Caravage, quand il représente Bacchus, toujours dans ces années 1595-96, représente un jeune homme qui joue le rôle de Bacchus. C'est évident. D'abord, il a les mains et la tête bronzées, le corps ne l'est pas. Il a de la crasse sous les ongles, il a un petit peu de maquillage sur la tête, parce que les modèles se maquillaient comme ça. Tout ça, c'est vraiment une espèce de cliché, d'instantané d'un garçon de modèle dans un atelier qui pose. Et ça n'est pas le sujet. Voilà, le sujet, c'est pas Bacchus, c'est le garçon qui pose en Bacchus dans cette espèce de drap qui est tourné comme ça autour de son corps. Vraiment, là, il y a une distance par rapport au sujet, et notamment par rapport au sujet classique, qui est vraiment tout à fait frappante. Par ailleurs, on retrouve encore, là, cette superbe nature morte, naturelle, avec des fruits qui pourrissent et des éléments qui sont vraiment, je dirais, opposés à toute idéalisation. Voilà encore un tableau aussi de la Galleria Borghese qui représente, maintenant il y a un consensus vraiment pour penser que c'est le premier autoportrait de Caravage malade, qui se représente malade avec une mauvaise mine, et c'est un tableau donc là aussi qui a appartenu au cavalier d'Arpin, à Giuseppe Cesari, et qui s'est retrouvé dans la Galerie Borghese avec un tour de passe-passe, mais assez typique de l'époque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce cavalier d'Arpin a des problèmes, il y a eu une rixe, enfin bref, il est arrêté. Et Borghese va le laisser, va faire un chantage en fait, va lui voler sa collection contre sa liberté. Ça, c'est en 1607. Vous voyez que les cardinaux étaient parfois totalement dépourvus de scrupules pour agrandir leur collection. Donc les tableaux que le maître de Caravage, entre guillemets, enfin en tout cas celui qu'il avait accueilli à Rome dans son atelier en 1597, s'est fait dépouiller complètement de tous les tableaux qu'il avait de son jeune protégé dont il admirait beaucoup la peinture. Donc je vous ai mis à côté voilà, un tableau encore. C'est beaucoup la peinture de Crémone qui a influencé le jeune Caravage. Je pense qu'il a dû y séjourner. Voilà encore un autre exemple de citation d'une peinture crémonaise absolument certaine. C'est donc le jeune homme mordu par un crabe. Il y en a deux versions, une à Florence et une à Londres. Et à côté, donc un tableau de Sophonisba Anguissa, là encore une femme, qui est exactement le même sujet, qui est peint une vingtaine d'années avant. Alors Sophonisba, c'est une artiste absolument extraordinaire. Elle a vécu à Crémone, à Rome, à Naples, à Madrid. Elle est morte à 90 ans. Elle a une vie absolument passionnante. Et là, elle représente une de ses sœurs et de son petit frère, donc en train de se faire pincer le doigt par un crabe. Et Caravage a repris cette thématique avec peut-être déjà une intention satirique aussi. Les historiens romains actuels le considère comme un peintre comique au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il peint des zingares, c'est-à-dire des courtisanes, il peint des diseuses de bonne aventure. Et ici, sans doute, un travesti qui a des gestes très maniérés, une fleur dans les cheveux. Enfin, il y a un côté comique voilà, dans ces tableaux. Comique au sens voilà, de la commedia dell'arte ou des choses comme ça. Ici, donc le très beau joueur de luth dont on avait eu la chance à Paris d'avoir le prêt de Saint-Pétersbourg. C'est un tableau aussi tout à fait représentatif de cette époque de formation. Il est chez le cardinal Del Monte, donc il est dans un environnement
très très raffiné. On peut penser que le cardinal Del Monte était homosexuel, d'après ce qu'on racontent les contemporains. Et ici, c'est vraiment un tableau qui est lié à ce milieu de musiciens, d'artistes, un milieu très raffiné. Donc, encore une fois, Caravage déploie son savoir-faire en matière de nature morte, avec ce superbe vase translucide rempli de fleurs et ses fruits au premier plan. La partition musicale est une partition réelle, écrite par un musicien qui se trouvait à la cour de Del Monte, et ce personnage un peu efféminé, comme ça, ce très jeune homme qui joue du luth. Voilà le genre de tableau que développe Caravage à cette époque-là. Je vous l'ai mis en parallèle aussi avec un Passerotti, qui est un artiste de Bologne et qui, à peu près dans les mêmes années, propose des choses comparables, mais pas aussi révolutionnaires et aussi intéressantes que celles de Caravage. Voici un autre concert. Alors, tout aussi intéressant et tout aussi riche d'éléments à commenter. Le Caravage, peu à peu, vous voyez, va aller vers une représentation ultra réaliste de ce qu'il voit et se détacher des demandes un peu trop poétiques ou un peu trop intellectuelles qu'il reçoit dans ce genre de milieu. À côté, je vous ai mis une allégorie de la musique de Simone Peterzano, donc son maître milanais, et vous voyez que dans l'allégorie de Peterzano, il y a un petit puto qui intervient et qui est la touche, je dirais, intellectuelle, abstraite dans ce tableau pour signifier qu'il s'agit d'une allégorie. Dans le tableau de Caravage, il y a en effet un petit puto avec des anges, mais on voit très bien que c'est un petit gars de la rue qui a mis des ailes dans son dos et qu'il n'a absolument pas idéalisé. Et du reste, il est au même niveau que Caravage, qui s'est représenté donc lui-même. On a à peu près sa tête avec ses sourcils très arqués, hein, qu'on retrouve souvent qu'on retrouve dans ses autoportraits. Et donc la représentation de ces deux musiciens qui sont à la fois réalistes, mais aussi enturbanés de draperies un peu irréelles. Peu à peu, Caravage va se départir de cet univers vraiment artificiel. Voici, il va inventer quand même quelques sujets. Les inventer ou en tout cas les adapter. Il y avait dans la tradition du Nord, je vous montre ici un tableau de Lucas de Leyde, des tableaux de jeux ou de tricheurs ou de diseuses de bonne aventure. Ça existait dès le début du XVIe siècle dans la peinture du Nord. Mais souvent dans des formats comme ça, des tout petits formats de cabinet, des petits tableaux privés. La grande nouveauté de Caravage, c'est qu'il a vu ces tableaux dans les collections romaines et ça l'a intéressé parce que le rapport avec les gens de la rue, les tricheurs, tout ce qu'il vit au quotidien, ça l'intéresse. Et il va promouvoir ces sujets à des formats qu'on n'a jamais vus, à des formats de quadrillerie et à des formats de galeries de tableaux, comme il y en a beaucoup à Rome à ce moment-là, c'est-à-dire environ 1,50 m de large sur 1 mètre de haut, des tableaux vraiment importants, mais sur des sujets qui ne le sont pas, sur des sujets vraiment tirés d'anecdotes de la rue. Donc, à gauche, les tricheurs de Fort Worth. De plus en plus, certains spécialistes pensent qu'il s'agit d'une très bonne copie, peut-être encore une de ces copies ou de répliques autographes qu'il a fait lui-même de ces tableaux. Tableau très important pour les caravagesques français, hein, on va retrouver le thème chez Georges de la Tour. Vous voyez aussi qu'à cette époque-là, le Caravage c'est encore un peintre très lumineux et impressionné par Lorenzo Lotto, par la peinture vénitienne qu'il a peut-être vue à Venise d'ailleurs dans sa jeunesse. C'est pas encore le Caravage clair-obscur qui va surgir presque de nulle part en 1598. Un autre tableau tout aussi inspiré par la peinture du Nord, également par Lucas de Leyde. Enfin, il y en a d'autres. J'ai pris des Lucas de Leyde, mais il y en a eu d'autres. Les deux versions autographes
de la diseuse de Bonaventure, hein, qui montre qu'à ce moment-là, Caravage commence à décoller, si l'on veut. Son succès devient de plus en plus grand et il est obligé, ou il répond à la demande, tout simplement, de faire plusieurs versions de ces tableaux. Celles-ci sont toutes les deux autographes. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de remarquer que dans la version de Paris et dans la version de Rome, il y a plein de différences. À chaque fois, il l'a peint devant des modèles, donc qui ne portaient pas exactement le même costume, pas exactement la même coiffure, pas exactement la même chemise. Et il est, comme toujours, incapable de faire deux fois la même chose. En fait, il faut qu'il fasse ce qu'il voit. Et là, en l'occurrence, il a certainement repris des modèles et recomposé un second tableau, je dirais ex nihilo pratiquement, puisque il y a tellement de différences. Si ce n'est que peut-être le tableau de Rome est mieux articulé, il a plus de profondeur. Le tableau de Paris est au-dessus, le tableau de Rome est en bas. Il y a tout cet intérêt pour la psychologie des personnages, leurs relations, leurs regards, et surtout de dissimuler en quelque sorte le sujet du tableau, qui est cette diseuse de Bonaventure, est en fait en train de le voler. Elle glisse l'anneau du bonnet, elle lui retire l'anneau du doigt de la main. Et un autre détail qui est très intéressant dans le tableau de Paris, c'est l'épée, la garde de l'épée, qui semble sortir vraiment comme un trompe-l'œil, qui semble sortir de l'espace du tableau. Et ça va être une de ses préoccupations, je veux dire, esthétiques, entre 1598 et 1602, enfin, à la charnière des deux siècles. Ce goût du trompe-l'œil, il a toujours envie de montrer ce qu'il sait faire et de le montrer, sa virtuosité picturale qui est très grande. À l'époque, il peint aussi des tableaux d'une très grande poésie, comme le repos pendant la fuite en Égypte. Je vous ai mis un tableau de Lotto à côté. Parce qu'évidemment, dans ces tableaux diurnes, Caravage est encore vraiment sous influence vénitienne. Il a vraiment beaucoup regardé Titien et beaucoup regardé Lotto. Et son repos pendant la fuite en Égypte, la galerie Doria Pamphili à Rome, est quasiment une méditation sur l'art vénitien. C'est un tableau qui montre d'ailleurs presque son chemin esthétique. Vous avez au centre une figure d'ange qui a encore un petit peu quelque chose de maniériste dans la forma serpentina, dans cette élégance musicale qu'il y a dans cette figure d'ange comme ça, très immatérielle, mais après tout c'est un ange. Le Saint-Joseph à gauche, qui est une merveilleuse invention, puisque c'est Saint-Joseph qui tient la partition musicale que joue l'ange. Enfin, il y a un côté très, très joli dans cette idée. Saint-Joseph taillé dans le bois, enfin vraiment très réaliste, très, très brut. Et puis toute la partie droite du tableau, avec le paysage, la Vierge et l'enfant, qui font vraiment référence à la peinture vénitienne, dans ce qu'elle a de lumineux, de solaire. La Vierge, d'ailleurs, qui tient dans ses bras un vrai petit bébé. C'est un des premiers vrais bébés de la peinture occidentale aussi. Au XVIe siècle, on a peint des tas de putti absolument charmants, aussi bien Véronèse, Titien, etc. Mais aucun n'a cette qualité de réel. Et par le réalisme, Caravage nous touche. C'est-à-dire qu'en effet, en représentant un vrai enfant en train de dormir, il rapproche l'homme du divin. Et c'est ce qu'il a cherché à faire, c'est-à-dire qu'on l'a souvent accusé de désacraliser le sacré, et en fait, il a plutôt cherché à sacraliser ce qu'il n'était pas. Et quand on relit aujourd'hui sa peinture avec ce sens de lecture, on peut vraiment comprendre que Caravage est sans doute le plus grand peintre religieux du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il a vraiment investi dans sa peinture une charge émotionnelle et religieuse qu'aucun autre artiste, peut-être Georges de la Tour un peu plus tard, mais n'a pu atteindre après lui. Et c'est aussi inconsciemment ce qu'ont ressenti ses contemporains.
ils ont bien sûr vu sa nouveauté, ils ont vu ses provocations, ils ont vu tout ce qu'il apportait je dirais presque de tapage médiatique, parce qu'il y a un tapage médiatique autour de lui. Le Prospero Orsi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il fait de la publicité autour de Caravage. C'est assez intéressant. Ce personnage mériterait d'être extrêmement bien étudié. Caravage a fait des portraits, très peu. Je vous montre celui de sa courtisane, Filide Melandroni, qui est malheureusement, on a une photo couleur, on a beaucoup de chance d'avoir cette photo couleur, parce que le tableau a été détruit pendant la guerre à Berlin. Cette Filide Melandroni était une courtisane. Vous voyez, j'ai mis un portrait romain de la même époque. Il n'est pas très original dans ce portrait. En revanche, c'est un tableau qui a été peint tôt, vers 1596 ou 17 peut-être. Or, cette Filide, qui est une courtisane, elle a un souteneur qui n'est autre que Ranuccio Tommasoni, que Caravage va assassiner 10 ans plus tard. Donc, on commence à comprendre certaines choses à travers toutes les découvertes d'archives progressivement qui se font en Italie, à comprendre des réseaux et des liens entre des tableaux qui autrefois n'avaient aucun sens. Et maintenant, on se dit que quand il tue Tommasoni en 1606, peut-être qu'il y a d'autres histoires qu'une simple querelle à la fin d'une partie de jeu de paume. Donc voici un autre portrait. On a très très peu de portraits de Caravage. On pense qu'il n'en a pas une vingtaine et actuellement on en conserve 2. Il y a encore beaucoup de tableaux de Caravage à trouver. Ça c'est une chance pour les historiens de l'art futur et les collectionneurs et les musées. Il y a encore pas mal d'œuvres qui manquent à l'appel, et notamment ces portraits qui sont connus par les archives. Alors ça peut être aussi des erreurs d'attribution au cours des siècles, mais enfin on pense qu'il a peint une vingtaine de portraits. Donc voilà, celui-là de Maffeo Barberini, qui est un personnage très important de l'époque et dans une collection particulière, mais on en trouvera sans doute d'autres. Alors voilà, bon, voilà la révolution Caravage, c'est ça. Donc à droite, un tableau typique de l'époque, Fede Galizia, toujours cette femme peintre, et à gauche, d'un seul coup, le drame, tout est nouveau. Le format, l'intensité des affetti, comme disent les Italiens. On est comme dans un théâtre où le drame se joue avec l'expression. Les 3 personnages ont 3 expressions extrêmement distinctes. Bien sûr, la douleur et la surprise d'Holoferne. Le dégoût, c'est merveilleusement peint, le dégoût de Judith qui à la fois tire les cheveux et coupe la gorge, on sent que ça la dégoûte, c'est merveilleusement rendu en fait. C'est une des premières fois qu'on arrive à rendre ainsi les sentiments d'une personne. Et puis la vieille servante horrible sur la droite qui regarde tout ça en attendant de récupérer la tête d'Holoferne dans son drapé, là, dans sa jupe, dans son tablier. Souvent chez Caravage, ces scènes sont perçues aussi ou représentées comme du théâtre. Il y a un sens très important des rideaux. Alors, c'est le rideau du lit, mais il y a aussi une théâtralisation chez lui qui relève d'une démarche esthétique et aussi là de mise à distance un peu entre le thème et le spectateur. Comme si d'ailleurs il y avait cette espèce de dialectique. Je vous montre une scène horrible, vous allez y croire, mais c'est une scène. Voilà. Le modèle est la jeune femme est très très belle. On la retrouve dans beaucoup de tableaux de Caravage, dans plusieurs tableaux de Caravage en tout cas. On va revenir à ce tableau parce qu'il y a de l'actualité autour de ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Voici alors un tableau très scandaleux qui a fait scandale en son temps. C'est donc l'amour vainqueur, Omnia Vincit Amor, qui est peint donc pour un collectionneur. On a prêté à Caravage les goûts de ses commanditaires. Alors, bon, c'est un tableau très provocant, très provocateur. Il le faisait exprès, bien sûr. C'est un tableau qui était dissimulé derrière un rideau. Je vous en montrerai aussi un autre. Et évidemment,
il recherche le scandale, il recherche le discours, parce que c'était une des passions des Romains du XVIIe siècle, des collectionneurs, des amateurs, c'est de parler des tableaux, d'aller les voir dans les églises ou dans les palais et d'en dire du bien ou d'en dire du mal, mais de les commenter surtout. Et donc ce tableau-là, bien sûr, sera extrêmement commenté et critiqué par un ennemi personnel de Caravage, qui est Giovanni Baglione. Alors ce Baglione est un très bon peintre, mais il a essayé de se hausser à la hauteur de Caravage en le critiquant. Par exemple, quand il propose de faire mieux que Caravage, c'est-à-dire de peindre l'amour vainqueur. Et d'ailleurs, il peint d'abord le tableau de droite. Vous voyez, cet amour vainqueur en armure et qui terrasse un petit amour qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Caravage, c'est-à-dire c'est l'amour divin, en fait. C'est la puissance de l'amour divin plus forte que l'amour terrestre. Mais les amis de Caravage ne se mêlent jamais des disputes. Il envoie, il est très moderne, hein, il envoie ses copains, que ce soit Gentileschi ou Orsi, dans les procès, tout ça, et c'est eux qui discutent avec ces rivaux que Caravage n'estime absolument pas à son niveau. Hein. C'est une personne très arrogante, très sûre de lui, mais sûr de son génie, donc on n'a aucun reproche à lui en faire. Et donc c'est Gentileschi qui dit ben non, dans les textes anciens, l'amour est toujours représenté nu, donc vous avez tort, Baglione. C'est un célèbre procès dont on a les actes d'ailleurs. Donc Baglione peint vite fait une deuxième version où son amour est un peu plus nu que dans la première version. Et en fait, c'est très intéressant, toutes ces querelles, ces disputes à ce moment-là sur l'iconographie, mais évidemment personne ne parle du vrai sujet qui est un enfant nu comme ça, aussi représenté d'une façon aussi crue et aussi réaliste. Ça n'avait jamais été vu. Et on voit bien aussi que les ailes sont des ailes postiches. Il n'a pas du tout voulu représenter l'amour. Il a représenté un petit garçon déguisé en l'amour. Donc ça aussi, ça heurte la sensibilité de ses contemporains. Néanmoins, des thèmes provocants, il y en avait eu avant lui. Je vous montre ici cet amour Pissant sur Vénus. C'est un tableau de Lorenzo Lotto avec une iconographie d'une complexité, d'un maniérisme. On peut discuter 2 heures de ce tableau, de tous ses sens cachés, etc. Mais dans un tableau comme celui-ci, tout est irréel. Le corps de Vénus est irréel, le poteau est irréel. C'est absolument charmant, c'est mignon comme tout, alors qu'on ne peut pas dire que l'amour de Caravage soit mignon. Il est très, très brutalement provoquant. Le Caravage est allé dans tous les secteurs, mais y compris en effet dans la peinture mythologique, dans des thèmes classiques, antiques, mais qu'il renouvelle complètement, comme cette méduse, cette tête de méduse. Donc il peint sur un bouclier arrondi, comme ça, un bouclier un peu bombé. C'est un tableau qui est aux Offices à Florence et qui est ultra réaliste aussi. Là, il a voulu choquer par le sang qui gicle, par les serpents qui grouillent et le cri pratiquement de cette méduse qui sort de la bouche du personnage. Et d'ailleurs, des poètes ont tout de suite commenté ce tableau, en ont parlé, l'ont mis dans des poèmes. À cette époque-là, autour de 1600, il est extrêmement connu. Il est devenu une vedette presque internationale, si je puis dire, parce que, par exemple, Van Mander, dans son livre des peintres, qu'il publie en 1604, parle de Caravage. Donc déjà, et puis toutes les communautés d'artistes étrangers à Rome, à cette époque-là, commencent à faire du Caravage, à imiter Caravage et à inventer le caravagisme. Ici, je vous montre un jeune Saint Jean-Baptiste qui est aussi provoquant que son amour, son petit amour. Là aussi, il présente un adolescent entièrement nu, et vraiment nu. Ce tableau était également dissimulé par un petit voile dans la galerie, parce que les collectionneurs savaient très bien que c'était provoquant. Caravage cite Michel-Ange. Lui aussi s'appelle Michel-Ange. Hein, alors,
pourquoi pas citer Michel-Ange, les Ignudi de la Sixtine, tout le monde les connaissait. Donc voilà, il s'amuse à reprendre comme ça ces formes un peu alambiquées, ces positions un peu alambiquées des Ignudi de Michel-Ange. Mais lui, il en fait quelque chose de très naturel, très naturaliste. Et puis, donc c'est un Saint Jean-Baptiste, mais là aussi, où il y a une allusion sexuelle vraiment évidente pour des gens du XVIIe siècle, c'est que l'agneau innocent est remplacé par un bélier. Et donc, il y a un côté ultra viril dans l'iconographie qui est assez dérangeante. Alors, il en peint deux versions. Enfin, en tout cas, il y en a cette version de la Galerie Capitoline est considérée comme originale, et il y en a une sublime copie à la Galleria Doria Pamphili, sans doute faite sous son contrôle, ou toujours avec cet intermédiaire de Prospero Orsi. On a des très très belles copies originales, ou en tout cas de l'époque, et sans doute peintes sous le contrôle ou avec l'accord de Caravage. Évidemment, c'est des choses qui ne transparaissent très peu dans les documents, parce que avoir une copie n'est pas très glorieux par rapport à un original. Donc, beaucoup de copies ont été inscrites ensuite dans les inventaires ou dans les documents comme des originaux. Donc, ça a créé beaucoup de confusion en fait sur les historiques quand on a plusieurs versions de tableaux, et on a très souvent plusieurs versions de tableaux chez Caravage. Donc, autour de 1600, il devient... Je regarde un petit peu, je suis trop bavard. Non, ça va. Autour de 1600, il devient vraiment le peintre en vue, le peintre principal de Rome. Tous les grands collectionneurs veulent des tableaux de lui. Et c'est à travers la gloire qu'il a chez les collectionneurs qu'il va passer, je dirais, dans le domaine public. C'est au moment où il devient très célèbre qu'on va vouloir montrer ces tableaux dans les églises. Et là, c'est une nouvelle étape dans la gloire de Caravage, parce que du coup, tout le monde va voir. Jusqu'en 1600, en gros, il n'y a que des gens très privilégiés qui voient des Caravages. Des collectionneurs, des artistes qui ont accès au palais, etc. Mais je dirais, le grand public ne connaît pas Caravage. Et c'est en 1600 que tout va changer. Donc, voyez, je vous montre deux exemples de ces tableaux peint pour des collectionneurs, le superbe sacrifice d'Isaac des Offices, qui est là aussi une sorte de théâtre des émotions, hein. Le jeune adolescent qui crie, le père qui se fait interrompre par le geste de l'ange. La beauté du paysage, c'est un des derniers paysages de Caravage. Après, il n'en peindra plus. Et puis, peut-être ce qui fut... pour les gens de ma génération, quand même une émotion intense. Quand on a découvert ce tableau à Dublin, c'était un tableau qui était connu seulement par une copie qui était à Odessa. Personne n'avait jamais vu cette copie, on avait des photos. Mais enfin, et puis, en fait, un restaurateur a identifié ce tableau dans un collège à Dublin, en Irlande. Les historiens ont réussi à reconstituer son historique jusqu'à son origine, c'est-à-dire c'est une commande de la famille Mattei, donc à Caravage directement. Et c'est dans ce genre de tableau qu'on comprend à quel point il a une approche religieuse extrêmement personnelle, novatrice, qui renouvelle complètement les thèmes religieux qu'il aborde. Cette arrestation, d'abord, elle est très réaliste, elle se passe de nuit, hein, il est toujours très fidèle au texte. Caravage n'invente rien par rapport au texte religieux. Il suit toujours la trame de l'Évangile ou de la Bible. Donc, arrestation de nuit. Il y a une violence, les soldats, le baiser de Judas, qui est représenté vraiment au centre au centre focal de la composition qui est éclairée par le personnage de l'arrière, qui tient une lampe qu'on ne voit pas, d'ailleurs, un peu comme dans les tableaux de Georges de la Tour, et qui est Caravage lui-même. C'est-à-dire, c'est un autoportrait de Caravage dans la scène, et il s'impliquera très souvent comme ça peindra des autoportraits dans des scènes religieuses. Et ça ne peut pas être un hasard, c'est vraiment une volonté
personnel de participer de l'iconographie, ou en tout cas à ce moment-là, de cette trahison du Christ par Judas et de son arrestation par les soldats. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu dans la peinture, disons, du XVe ou du XVIe siècle en Italie. Il y a beaucoup d'autoportraits dans des fresques, par exemple. Mais presque toujours, c'était des autoportraits, je dirais, publicitaires, où vous avez le peintre qui vous regarde bien droit dans les yeux pour que tout de suite, vous puissiez bien l'identifier dans la scène. On a ça chez Ghirlandaio, chez Lippi, etc. Caravage, lui, c'est beaucoup plus subtil. Il s'implique personnellement et donc comme celui qui éclaire la scène religieuse. C'est un tableau d'une émotion absolue. C'est absolument saisissant et c'est donc un format de quadrillerie. Hein. C'est un format, il doit faire à peu près 1,80 m de large, hein, sur 1,50 m de haut. Les personnages sont grandeur nature. Il invente aussi ces espèces de cadrage très nouveaux où la scène est condensée, en quelque sorte, concentrée dans le format et ne laisse pratiquement pas d'air autour. Il n'y a pas de circulation d'air autour de ces figures. Encore un tableau très, très novateur, la Sainte Catherine, qui est une somme de toutes ces expériences. Et vous voyez peu à peu les tableaux sombrent dans l'ombre, en fait. Il est en train d'inventer le caravagisme aussi, et le ténébrisme, mais tout en se souvenant des leçons de Léonard de Vinci, comment on compose en triangle, en pyramide, et puis en laissant une grande part à la qualité des textures. C'est un très grand peintre, un très grand technicien. À ce moment-là, à Rome, il a une technique absolument parfaite qui vous fait distinguer le satin de la robe, du lin de la chemise, du velours du coussin, du bois de la roue. Tout est peint de façon quasiment photographique, et ça aussi, c'était quelque chose d'extrêmement frappant pour ses contemporains. J'ai mis à côté un tableau de Savoldo. Savoldo est une des sources de Caravage, une des sources vénètes, en fait, vénitiennes de Caravage. Il l'a pas mal imité, et Savoldo est un des premiers à avoir peint ce que Vasari a vu, je crois, à Milan. Vasari dit j'ai vu de ce peintre des tableaux d'ombre et de feu. Donc c'était un des tout premiers, avec Tintoret, à peindre ce genre de scène nocturne. Donc là, on est en plein XVIe siècle, hein, à droite, et Caravage a vu ces tableaux-là. Il a vu ces tableaux à Milan, ce genre de tableau. À gauche, je vous ai mis la première version du Saint Matthieu qui est écrit sous la dictée de l'ange. Je vais juste faire un petit... Voilà, après, on va s'occuper de ça. Donc, ce Saint Matthieu écrivant sous la dictée de l'ange, on ne sait pas encore vraiment complètement si c'est la première version qu'il a peint pour la chapelle Contarelli de Saint-Louis des Français ou pas. C'est quand même très vraisemblable. C'est un tableau qui a été refusé. Il n'y en a qu'une photo noir et blanc pour le coup, parce que lui aussi, malheureusement, a été détruit à Berlin pendant la guerre. Et donc, c'est un tableau qui a choqué, selon l'expression de l'époque, par manque de décorum. On a trouvé que, d'une part, cet ange était beaucoup trop près de l'évangéliste, qu'il passe son bras sous le sien, enfin qu'il y avait une espèce de proximité malsaine, mais surtout que le saint était présenté sans décorum, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un clochard de la rue, un homme sale, et petite provocation de Caravage qui sera repris des dizaines de fois par des caravagesques après lui. Il y a un pied sale qui sort de la surface du tableau et qui le met littéralement sous le nez du fidèle. Puisque ce tableau devait se situer au-dessus de l'autel de la chapelle Contarelli, donc à peu près à 1,80 m de hauteur. Donc quand vous allez dans la chapelle, pof, vous avez le nez sur le pied sale de Saint Matthieu. Donc le tableau a été refusé, puis tout de suite acheté. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que l'Église a eu quand même des problèmes avec la nouveauté, les provocations de Caravage, mais il était quand même très célèbre, très apprécié, et tout de suite les tableaux se vendent en fait, même quand ils sont refusés, ils partent dans des collections. Donc là c'est Giustiniani,
et Caravage devra faire une seconde version. Alors j'ai groupé sur cette image à peu près ces deux commandes absolument fondamentales qui sont entre 1599 oui, c'est ça, 1599 et 1601, c'est-à-dire au-dessus la chapelle Contarelli à Saint-Louis des Français et en bas la chapelle Cerasi à Santa Maria del Popolo. Alors, Mathieu Cointrel, c'est un personnage du XVIe siècle. Il avait légué une certaine somme d'argent pour décorer sa chapelle. Le cavalier d'Arpin, qui devait s'en occuper, finalement, se désiste. Le cardinal Del Monte, qui favorise Caravage, l'oriente sur cette commande. Et finalement, c'est donc Caravage, c'est sa première grande commande dans une église de Rome. Et il peint ces 3 tableaux inoubliables, qui sont d'une part la conversion de Saint Matthieu, à droite son martyr, et au centre, donc la nouvelle version de son Saint Matthieu, alors cette fois-ci avec plus de décorum. Donc il a éloigné l'ange de la figure de l'évangéliste, il lui a mis une draperie rouge un peu antiquisante, comme ça, qui lui donne un peu de décorum. Par contre, il n'a pas pu s'empêcher de peindre un petit détail de trompe-l'œil, c'est que le tabouret sur lequel le genou de Saint Matthieu repose est en train de tomber et glisse légèrement du piédestal sur lequel il est. Donc il y a toujours ce côté, ce recherche un peu de sortir du cadre du tableau. À gauche, vous avez la conversion, l'appel de Saint Matthieu. Là encore, il est très précis, Caravage. Dans le texte, il est dit « Il sortit et lui dit, suis-moi ». Et en fait, c'est un tableau, c'est à l'extérieur. Il était il était inspecteur des impôts, enfin c'était quelque chose comme ça. Et donc il est en train de jouer aux cartes avec des comparses. Et le Christ et Saint-Pierre sont habillés de draperies à l'antique, hein, et les autres personnages sont dans des costumes qu'on peut qualifier de contemporains. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur cette idée que c'était des gens de la rue. On ne s'habillait pas comme ça à Rome au XVIIe siècle. Il y a aussi également un côté théâtral qui ne devait pas échapper aux contemporains, parce qu'ils sont tous costumés, en fait. Mais c'est très réaliste. Et le geste lui-même de Saint Matthieu qui exprime la surprise, qui dit « moi », comme ça, avec les mains sur la poitrine, c'est très fort, en fait. C'est très bien rendu. Et puis, alors, bien sûr, le martyr, lui, est d'une violence absolue. C'est quasiment gore. Il y a un vrai bourreau qui est en train de massacrer le pauvre Matthieu, le tout dans une violence et avec des cris et une mise en scène quasiment cinématographique de ce massacre, dont Caravage ne nous épargne aucun détail. Et Caravage s'est représenté lui-même à l'arrière-plan. Dans le décor que j'ai mis en bas à droite, donc Santa Maria del Popolo, le tableau du centre était peint par Annibal Carrache. Là aussi, je l'ai volontairement inséré entre ces deux diapositives, enfin, ces deux images, pour que vous compreniez combien il était en décalage avec ce qui se faisait à Rome à son époque. Carrache, à ce moment-là, vient de décorer la galerie du Palais Farnèse. C'est un des peintres très très célèbres de Rome. Il est un académicien. Il a toute son équipe autour de lui. Il peint des fresques et il est immédiatement démodé par Caravage, qui en quelque sorte le tue avec les deux tableaux qu'il met de chaque côté. D'une part la crucifixion de Saint-Pierre et d'autre part donc la conversion, donc c'est sur le chemin de Damas, hein, donc, et c'est étonnant, cette confrontation du tableau du maître-autel, qui était considéré comme le plus beau tableau, le plus cher, le plus séduisant, et qui d'un seul coup est complètement déclassé.
Pardon Hannibal Garach, mais franchement, à côté des deux chefs-d'œuvre qui sont disposés de chaque côté, il fait pas le figure. C'est dire, ces peintres de la fin du XVIe siècle étaient encore complètement sous l'influence de la Renaissance, de Raphaël, du beau dessin, etc. Et Caravage bouscule tout ça, fiche tout ça en l'air avec ses tableaux d'ombre et de lumière qui sont peints directement. Donc, un petit mot sur la technique. Vous voyez qu'il a fait les deux versions du chemin de Damas. Saint-Paul sur le chemin de Damas. La version qui est en haut a été, on ne sait pas si elle a été refusée, mais elle est très confuse. Et il y a une intervention divine. On voit des anges qui arrivent au-dessus, par le dessus, et qui aveuglent donc Saül, Saint-Paul. Et alors que la version du bas, il n'y a plus du tout d'intervention divine. Finalement, le miracle divin, c'est la lumière qui tombe sur le centurion et qui l'aplatit au sol et qui accepte en quelque sorte la révélation divine avec ses bras écartés, ouverts. Il y a plein de provocations dans un tableau. C'était la première fois qu'on faisait un portrait de cheval, et en plus la croupe d'un cheval dans un tableau. Regardez, le cheval occupe 2/3 de la composition. On est dans une église, évidemment, les fidèles, les prêtres, tous ceux qui fréquentaient les églises, et tout le monde fréquentait les églises au XVIIe siècle à Rome, étaient forcément surpris, choqués, parfois amusés, parfois scandalisés par cette approche, mais qui est une approche religieuse. C'est aussi pour ça qu'il est si important dans la culture occidentale, et peut-être qu'il est si important aujourd'hui, c'est parce qu'il a complètement renouvelé vraiment le discours religieux, enfin en tout cas le discours religieux par l'image. Des tableaux comme celui-ci sont des œuvres qui sont absolument inoubliables dans l'émotion. Il peint directement, il dessinait pas. Enfin, il mettait sa préparation donc sur la toile. Il fait des incisions. Donc, avec un stylet, on voit les traces d'incision. Donc, il met en place ses personnages. Et puis, il peint directement, d'après modèle. Et souvent, il se reprend. C'est-à-dire il y a beaucoup de repentir dans certaines œuvres de Caravage, mais il n'y a pas d'esquisse, il n'y a pas de dessin. Là aussi, c'est quelque chose d'absolument génial quand on pense qu'un tableau comme ça a été peint sans œuvre préparatoire. Et il a une virtuosité qui est sans égale, en tout cas à son époque, et qui est immédiatement comprise et admirée par ses contemporains. Là, au milieu, vous avez une copie par Rubens. Rubens est en Italie à cette époque-là, il est à Rome autour de 1600. Et il voit les tableaux de Caravage et il comprend tout de suite, lui, artiste, la nouveauté, la puissance qu'il y a dans ces tableaux. Et là, donc, il produit une copie qui est au Canada. Et je vous ai remis le tableau de Simone Peterzano pour que vous voyez le chemin parcouru. Enfin, c'est incroyable, ces deux univers, c'est comme ces 2 siècles différents. C'est comme si un siècle séparait ces 2 tableaux, alors qu'en réalité, ne les sépare qu'une quinzaine d'années. C'est tout à fait extraordinaire le parcours de Caravage qui d'ailleurs va s'accélérer dans la recherche de nouveautés et je dirais dans une démarche de plus en plus personnelle. Voici donc c'est un tableau célèbre, la mort de la Vierge, peinte pour Santa Maria della Scala al Trastevere, qui est un tableau aussi très, très célèbre, refusé par les narguilés de la paroisse. Alors vous voyez toujours cette théâtralisation qui est une recherche presque de classicisme chez lui, d'un certain classicisme. Le grand rideau de théâtre, l'isocéphalie des apôtres, qui sont à peu près tous en frise, comme un grand bas-relief romain, si vous voulez. Et puis, cette recherche de classicisme, elle a été reçue. Par exemple, Poussin a copié ce tableau. C'est très surprenant parce que l'univers de Poussin est totalement opposé à celui de Caravage. C'est l'inverse, c'est la recherche d'une peinture cultivée, puisée dans l'Antiquité, dans les modèles romains, grecs, etc. Et néanmoins, il a bien dû se rendre à l'évidence qu'il y avait dans ce genre de tableau quelque chose d'extrêmement puissant
et d'extrêmement nouveau. Alors le scandale, c'est ce qu'on raconte en fait autour de cette œuvre, c'est que la Vierge qui est représentée absolument sans décorum, là pour le coup, le modèle de cette Vierge aurait été une prostituée qu'on aurait retrouvée noyée dans le Tibre quelques jours auparavant. Donc évidemment, pour l'Église, c'est un peu trop, donc le tableau est refusé. Mais immédiatement repéré par Rubens, qui en conseille l'achat, qui en conseille l'achat au marquis, j'oublie son nom. Enfin bref, il rentre tout de suite dans une grande collection. Il n'est pas du tout perdu de vue. Et d'ailleurs, il sera exposé assez longtemps à Rome, parce que les peintres ne veulent pas le laisser partir. C'est-à-dire, il était dans un palais à Rome et les peintres voulaient absolument le voir avant qu'il parte. Et Caravage interdisait qu'on le copie. Enfin, c'est très intéressant. Mais c'était un tableau très célèbre. Il faut dire que les personnages, l'expression de leur douleur est aussi très, très poignante. Marie-Madeleine, on suppose, au premier plan, effondrée, les saints évangélistes derrière, Pierre, Jean, tous pleurant. En fait, il y a une représentation très poignante de la douleur qui est extrêmement humaine, penchée sur ce cadavre verdâtre, enfin, qui est très laid. Et donc tout ça sous un grand drapé classicisant, ça étonnait beaucoup et ça choquait. La fin de la période romaine, on hésite encore beaucoup sur la fin de la période romaine et le début de la période napolitaine. Parce que en réalité, pendant sa fuite à Naples et pendant la période napolitaine, il a envoyé des tableaux à Rome, qui ont donc une histoire purement romaine. Donc il y a encore beaucoup de confusion et d'échanges d'un endroit à l'autre. Et il faut dire aussi que son style évolue, je dirais, de façon très continue. Voici deux tableaux, donc de Saint-Jérôme, qui sont l'un à Montserrat et l'autre à la Galerie Borghese, dont on ne sait trop s'il les a peints à Naples ou à Rome. Vraisemblablement à Rome pour le Saint-Jérôme de la Galerie Borghese et vraisemblablement à Naples ou peut-être encore plus loin en Sicile pour le Saint-Jérôme de Montserrat. Vous voyez aussi comment il utilise donc là manifestement le même modèle. Donc il y a aussi toute cette problématique des modèles qu'on retrouve dans des tableaux romains, napolitains, siciliens. Alors, qui étaient ces gens? Est-ce que ce sont des domestiques qui le suivent? C'est à la fois un voyou qui se bat dans les rues de Rome la nuit, mais c'est aussi un grand monsieur qui se balade avec son épée, qui a des domestiques et un assistant et des copistes, etc. C'est un peu compliqué de comprendre ce personnage. Donc là, c'est peut-être un modèle qui le suit d'une ville à l'autre. Et on est frappé, en tout cas, par la beauté de et la simplicité de son iconographie, de l'iconographie de Saint-Jérôme, ici, qui est vraiment réduite au crâne, même dans la version de gauche, il n'y a même pas le livre, crâne, livre drapé. Et puis, chez lui aussi, souvent, les auréoles sont extrêmement discrètes. Même dans certains tableaux, il ne les met pas. C'est souvent un filet jaune, comme ça, extrêmement fin. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'examiner ces tableaux de près. C'est peint d'un seul coup, comme ça. Choup. Avec une précision à la fois dans la compréhension de la perspective et dans la taille, c'est incroyable. C'est jamais repris. Et de même, les grandes draperies, je vais vous en parler tout de suite. Voici un tableau, par exemple, qu'il a peint sans doute pendant sa fuite de Rome, je vais y revenir,
acheté par un certain Costa, qui est un banquier qui a collectionné Caravage, et notamment, c'était lui le propriétaire de la sublime Judith décapitant Holoferne. Mais ce Costa n'a peut-être été qu'un intermédiaire pour un autre acheteur à Rome. Vous voyez, les tableaux circulent beaucoup justement d'un acheteur à l'autre. Et comme on n'a quand même qu'une vision très lacunaire de tous ces mouvements à travers les archives, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver. En tout cas, celui-ci est à peu près certainement peint dans un domaine qui appartient aux Colonna, toujours les protecteurs de Caravage, pendant sa fuite en 1606. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 28 mai 1606, il s'est battu. Alors ils avaient joué, où est-ce qu'ils avaient parié, où est-ce que ce sont des vieux ressentiments qui montent à une dizaine d'années. Il se bat avec un certain nombre de personnes et il tue en fait un souteneur, un proxénète, qui s'appelle Tommaso Ranuccio Tommasoni. Et donc qui était le proxénète de cette belle Philide que Caravage avait peint quelques années auparavant. Alors bon, on n'a pas le droit de tuer les gens comme ça, donc il se sauve. Il est condamné à mort par contumace, condamné à avoir la tête tranchée. Et donc, il se sauve vite chez ses protecteurs, les Colonna, qui ont des terres entre Rome et Naples. Et là, il va rester quelques mois. Il va peindre un certain nombre de tableaux, dont c'est très beau. Donc, c'est la scène à Emmaüs, un tableau merveilleux, de monochrome. Il n'y a pratiquement pas de couleur, à part un tout petit peu de bleu. Et puis, on retrouve ces personnages qui filent d'un tableau à l'autre, notamment la servante, que vous allez voir dans d'autres œuvres. Je regarde comment j'avance. Voilà. Il peint également une Madeleine, très célèbre. Hein. On en connaît 8 versions. Il y en a sans doute au moins une vingtaine. À gauche, j'ai mis celle que Roberto Longhi avait identifiée comme l'original. Moi, j'ai tendance à y croire. À droite, c'est une nouvelle version. Non, à droite, j'ai mis celle de Finsonius, qui est signée de Finsonius. Finson, Louis Finson, qui est un artiste qui pose un problème d'histoire de l'art assez ardu, puisque c'est sans doute lui qui a accueilli le Caravage à Naples, dans son atelier. Caravage arrive à Naples. Pour être précis, il y arrive à l'été 1606, voilà, 1606. Fin 1606, pardon, et tout de suite, il reçoit des grandes commandes, il reçoit des commandes importantes, et je vous ai mis là donc ce tableau qui a fait un peu la une des journaux il y a quelque temps, découvert à Toulouse et proclamé comme étant de Caravage par les experts, l'expert qu'il avait trouvé, qu'il avait en tout cas étudié. La confrontation avec la version de Rome montre tout de suite qu'il y a un problème quand même, hein, entre le tableau absolument génial dans sa composition, son atmosphère, son ambiance, qui est donc au Palazzo Barberini, et puis ce nouveau tableau, on sent qu'il y a des points communs, mais qu'il y a quelque chose qui cloche. Et notamment, tout le centre du tableau cloche. Moi, j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un tableau que Caravage a commencé et qu'il n'a pas terminé au moment où il est parti à Malte. Il y a des morceaux absolument éblouissants dans cette peinture, notamment la figure de Judith, donc à gauche, qui est très puissante, très forte. Et puis, je ne vois pas vraiment qui d'autre a pu faire ce personnage brusque, enfin un peu voilà, rogue pratiquement. Et puis, en revanche, il y a des grandes faiblesses, notamment dans la figure de la servante qui a un goitre. Et puis, le pire de tout, c'est le centre du tableau, avec cette tête d'Holoferne moche comme tout, et la façon dont elle tient l'épée. Enfin, rien ne fonctionne dans ce tableau, alors que dans les tableaux de Caravage, tout fonctionne toujours. Donc, il y a un problème sur cette œuvre, qui est sans doute un de ces tableaux non finis, qui a été achevé dans l'atelier de Finsonius. Il faut se résoudre à cette idée. Il y en a une copie d'ailleurs signée de Finsonius qui se trouve à Naples.
Bon, on n'aura sans doute jamais la solution complète. Toujours est-il qu'à Naples, Caravage peint énormément. Il arrive avec une réputation c'est le peintre le plus important de Rome, donc tout de suite, il a des commandes extrêmement importantes. Ici, les 7 œuvres de miséricorde au Piemonte, je regarde, excusez-moi l'heure, pour ne pas trop déborder. Piemonte della Misericordia à Naples, un tableau fabuleux, où d'ailleurs les commanditaires lui demandent de rajouter en haut des anges et la Vierge, parce qu'il n'avait pas peint. Il trouvait qu'il n'y avait pas besoin de cela pour que ça soit un tableau religieux. Et donc, il s'exécute. Il va peindre en effet un ange et puis une Vierge dans le ciel. Mais regardez son ange à la main de son ange montre qu'il a vraiment peint un modèle qui posait sur un tabouret. Enfin, il n'idéalise jamais ces tableaux. Autre grande commande, la flagellation, tableau superbe, avec ses choix esthétiques qu'il fait qui sont qui sont audacieux. Par exemple, il dissimule une partie du corps du Christ par le corps d'un bourreau, ce qui accentue l'effet de surprise. En fait, on a vraiment l'impression de rentrer dans la scène et de faire partie de l'espace pictural. Mais en même temps, il y a une recherche aussi de beauté, d'idéalisation, là pour le coup, dans le corps du Christ, qui fait penser aux recherches de Michel-Ange. Les deux Michel-Ange ont beaucoup de rapports l'un avec l'autre. Hein. Notre Caravage admirait beaucoup le Michel-Ange du XVIe siècle. Il devait quand même sentir aussi le génie dévastateur qu'il y avait eu là 100 ans avant lui. Voici toujours à Naples une des très rares commandes espagnoles. C'est un certain Pimentel, enfin un grand noble espagnol, qui l'a soit réalisé à Naples, soit réalisé à Malte. Là aussi, c'est encore très discuté. Et également, c'est une œuvre qui est connue par plusieurs versions. Donc il y a encore des copistes et il y a encore, je dirais, une activité de copie très importante autour de Caravage à Naples. Naples qu'il quitte assez vite, donc l'été 1607, donc, pour Malte. Et il quitte d'ailleurs Naples sur un navire qui appartient au Colonna. On retrouve toujours la Costanza Colonna derrière tous ces mouvements et toute sa carrière. Et il va à Malte, parce qu'à Malte se trouve donc un grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Adolphe de Vignacourt, qui a besoin de tableaux et qui a besoin d'œuvres d'art. Malte a eu un rôle très important au milieu du XVIIe siècle. C'est une île au cœur de la Méditerranée et d'un point de vue stratégique, c'est extrêmement important. Donc ce commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem va être son mécène, et surtout Caravage, c'est ce que je vous racontais au tout début de cette conférence, va être intronisé, va être fait chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Donc il portera lui aussi la croix blanche sur l'épaule, comme vous le voyez ici, sur Adolphe de Vignacourt. Adolphe de Vignacourt, il l'a aussi transformé en Saint-Jérôme. Enfin, il aime bien mettre le réel dans les tableaux religieux. Alors tout ça, ça va évidemment pas durer, parce qu'il va trouver le moyen de se disputer avec un chevalier de l'ordre de Malte, de se battre, et donc il est obligé de quitter l'île. En fait, il est prisonnier. Et c'est un de ses vieux amis de Rome, mais qui était sicilien, Mario Minetti, qui va le sortir de là, qui va le faire évader et qui va l'emmener en Sicile. Mais avant cette fuite, il a eu le temps de peindre un chef-d'œuvre absolu de la peinture occidentale. C'est la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qu'il peint pour la co-cathédrale Saint-Jean de La Valette, où il représente donc cette scène terrible, enfin, dans une mise en scène complètement décentrée, très théâtralisée, là aussi, vraiment, pour donner l'impression de pénétrer presque par effraction dans l'espace du supplice. Et surtout, c'est le seul tableau qu'il signe. Il le signe avec le sang
de la tête de Saint Jean-Baptiste qui est en train de gicler donc, du cou, et il signe avec son doigt, pas avec un pinceau, Michelangelo, ce qui est quand même vraiment quelque chose de très personnel. Et donc c'est un très grand tableau, hein. Les personnages sont grandeur nature. Dans cette ombre, sous cette ombre de la prison, il y a ces deux personnages qui observent comme ça par l'arrière. Bref, cette période maltaise est relativement courte, hein, elle dure un an. Et puis, c'est de nouveau la fuite. Alors, on voit l'accélération de la vie de l'artiste, accélération de sa vie, accélération de la façon dont il peint. Ces tableaux sont peints de plus en plus rapidement, avec une technique un peu défaillante, il faut bien le dire, ce qui fait qu'ils ont assez mal vieilli. Je vous montre quatre tableaux de la période sicilienne. Celui de gauche a été volé, on ne l'a jamais retrouvé. Et vous voyez comme devient perceptible la préparation. En fait, ces préparations rouges, qui sont très absorbantes, comme on dit, ont remonté. Et ce sont des tableaux très mal conservés, très, très abîmés par l'humidité, par l'absence aussi d'entretien, peut-être pendant les siècles en Sicile. Mais c'est des tableaux extrêmement émouvants. La résurrection de Lazare, c'est comme une façon de revisiter les grandes pietà du XVe siècle. Enfin, c'est d'une puissance d'évocation religieuse tout à fait frappante. Dans les funérailles de Sainte-Lucie, on retrouve presque cette concentration religieuse qu'on avait dans la mort de la Vierge. C'est presque d'ailleurs une composition inversée de la mort de la Vierge. En Sicile aussi, il semble que ça soit plutôt en Sicile plutôt qu'à Malte. Il a peint ce petit amour endormi, qui est à Florence aujourd'hui. Là encore, même sur des thèmes classiques, il est incapable de peindre autre chose que la réalité. Donc il a évidemment peint un enfant. Un véritable enfant. Et on a encore pas mal de problèmes pour situer ces tableaux. Par exemple, cet Ecce Homo que nous avions présenté à Paris avait été très longtemps associé à un concours auquel il a participé en 1605, concours organisé par un cardinal, Monseigneur Massimi, et qui avait fait participer donc Cigoli, dont je vous ai montré à gauche, et également Passignano, un autre artiste florentin. Mais maintenant, ce tableau n'est plus situé en 1605 à Rome, mais il est situé en 1608 en Sicile. Il viendrait de la Sicile et il aurait été peint en Sicile. Donc vous voyez, c'est encore très discuté ces questions-là, hein, de vraiment relier chaque tableau à une histoire ou un moment ou à un document bien précis, sachant d'ailleurs que cet Ecce Homo est assez curieux avec ce personnage qui le présente et qui semble tout droit sorti du XVIe siècle. L'actualité aussi pose question. Voilà, ça c'est un tableau qui vient de ressurgir à Madrid, dans une vente publique, et qui est reconnu par plusieurs spécialistes comme un Caravage, et qui est peut-être le Caravage du concours Massimi. Il n'est pas encore nettoyé. Enfin, les études sont en cours sur ce tableau qui est bloqué à Madrid, hein, qui ne sortira sûrement jamais d'Espagne. Un tableau très beau, avec une belle invention de la composition, mais qu'il faudrait voir vraiment de près et étudier vraiment à fond. Ce que les Espagnols sont sûrement en train de faire, d'ailleurs. Voici encore, il peint plusieurs fois Saint François. Il a un rapport avec la spiritualité franciscaine et des commanditaires franciscains qu'on ne connaît pas encore complètement à fond, mais il a peint beaucoup de Saint François, souvent très beau, très émouvant aussi, extrêmement simple. La peinture de Caravage est de plus en plus simple, hein, de plus en plus dépouillée, souvent sans couleur d'ailleurs. C'est comme s'il avait vraiment une boîte de peinture de plus en plus réduite. Et je voulais terminer ce tour d'horizon. J'ai évidemment sacrifié de nombreux tableaux, mais en 1h30, on ne peut pas faire autrement, 1h25. Je vous montre, pour moi, ce qui est peut-être le tableau le plus émouvant de Caravage, c'est-à-dire le David de la Galerie Borghese. Je l'ai mis en regard d'un David
d'un David du Cavalier d'Arpin. Ça aussi, ça montre tout de suite le chemin parcouru et puis surtout voilà, la supériorité de Caravage, son intemporalité, parce que aussi bien le David de Caravage nous parle encore beaucoup, alors que celui du Cavalier d'Arpin, bon, c'est un très joli tableau décoratif, voilà, qui est fait pour charmer l'œil, mais qui ne touche pas l'âme, alors que, évidemment, ce David adolescent, impavide, presque triste de nous présenter la tête de David, et surtout cette tête de David, c'est la tête de Caravage, c'est de l'autoportrait du peintre qui menacé d'être décapité, s'est représenté en décapité. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur la démarche personnelle et l'implication personnelle de Caravage dans ses tableaux. C'est une peinture qu'il a réalisée pour le cardinal Scipione Borghese, qui était en train d'obtenir, Borghese voulait des tableaux de Caravage, et il était en train d'obtenir sa grâce auprès du pape. Il l'a obtenu. Caravage est rentré à Rome avec pas mal de tableaux, et dont celui-ci sans doute, et dont, bon, on connaît l'histoire. Hein. En cours de route, il est arrêté, la Felouque avec les tableaux continue sa route, il essaie de rattraper la Felouque, on ne sait pas trop par quel moyen, d'ailleurs peut-être à pied ou à cheval, et il meurt à Porto Ercole. Donc les documents nous disent le 18 juillet 1610, il a 38 ans, et c'est le début d'une foire d'empoigne pour récupérer les tableaux, notamment Finsonius qui va réussir à en prendre quelques-uns, et le cardinal Borghese qui écrit immédiatement à Costanza Colonna où sont mes tableaux. Donc voilà, il était tellement célèbre et tellement recherché qu'à partir de ce moment-là, il devient pratiquement une légende. Et encore aujourd'hui, il l'est un peu toujours, puisqu'on recherche son corps ou une dent, enfin un beau dos, à Porto Ercole. Voilà. En tout cas, il vaut mieux aimer les tableaux de Caravage que fétichiser une dent à Porto Ercole. Voilà, je vous remercie. J'étais un petit peu trop long, c'est ça? C'est pas grave, mille merci, bravo. Je peux peut-être prendre une ou deux questions pour terminer, si vous en avez. J'ai pas tout dit, hein. Bon, j'ai juste reçu un message. Bonjour, formidable conférence, bravo. Avez-vous vu le film sur le Caravage et qu'en pensez-vous? Mais je crois que vous n'avez pas eu le temps de le voir encore. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. J'ai regardé la bande-annonce que j'ai trouvée visuellement très impressionnante, et avec une esthétique assez intéressante, et puis des reconstitutions qui me paraissent bien. Alors, comme vous avez compris, la biographie de Caravage, elle est quand même pleine de trous et d'inconnus et de choses, d'ailleurs finalement de problèmes qu'on ne résoudra sans doute jamais. Ça laisse la porte ouverte à de l'interprétation, à de la création aussi. Moi, je me souviens d'avoir vu le film de Derek Jarman dans les années 80, parce qu'il y a déjà eu un Caravage, il y en a même eu deux. Et le Caravage de Derek Jarman, avec Monseigneur Del Monte qui tapait à la machine dans son bain, je suis prêt à tout pour le nouveau. Alors j'ai reçu une autre question. Quels sont les liens entre Caravage et Mabuse? Mabuse. Oui. Tiens, c'est étonnant comme question. Non. On parle du Mabuse, le peintre de Maubeuge du XVIe siècle. J'ai pas plus de détails. Docteur Mabuse. Du docteur Mabuse. Non, je sais pas. Ça m'étonne. Non, il y a un peintre flamand. Bon, si j'ai plus de détails par SMS, je répondrai plus tard. Jean Gossert dit Mabuse, qui était un peintre maniérisme. Je vois pas trop le rapport. Alors, une autre question. Bonsoir et merci. Existe-t-il un itinéraire pour visiter les tableaux dans le monde? Alors, il y a un itinéraire à Rome. Parce qu'en effet, il y a énormément de tableaux dans les galeries romaines, mais aussi dans les églises romaines. Alors, il y a quelques années, ils avaient sorti un petit guide qui était très bien fait, où vous voyez en effet tous les tableaux de Caravage à Rome, église et palais. Dans le monde, ils sont quand même pas mal dispersés. En France, on a quand même la chance d'en avoir 5.
parce que je n'ai pas eu le temps de vous parler de celui de Nancy ou celui de Rouen, mais 3 au Louvre, un à Rouen et un à Nancy. À Nancy, il est très intéressant, c'est une annonciation, malheureusement très abîmée, mais que le duc de Lorraine lui commande alors qu'il est en fuite à Naples. Donc bien qu'il soit recherché par la police du pape, il avait encore des commandes extrêmement prestigieuses et de l'Europe entière. C'est-à-dire, le duc de Lorraine, il est quand même très loin de Rome et il veut un tableau de Caravage. Donc là aussi, il y a toutes sortes d'intermédiaires, d'agents qui agissent autour de Caravage et qu'il commercialisent d'une certaine façon. Bien, j'ai reçu quelques autres questions, mais on en parlera tout à l'heure. Je promets de répondre par SMS. Le temps est écoulé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à bientôt. À vous tous.